Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR pour une nouvelle vidéo. Alors, vous connaissez l'adage, aucun plan ne survit au premier contact avec l'ennemi. Et je pense qu'on peut transposer cet adage au jeu de rôle en disant aucune préparation ne survit au premier contact avec les joueurs. En tout cas, c'est une petite musique qu'on entend souvent, et notamment auprès d'amateurs de scénarios qui tiennent sur des post-it, c'est-à-dire avec très peu de préparation. Ils disent que de toute façon, une préparation ne survit pas au contact avec les joueurs. Bon. Maintenant, est-ce que c'est tout à fait vrai? Moi, je pense que ça ne l'est pas complètement, mais on ne peut pas nier que du coup, l'improvisation en jeu de rôle est très importante. Elle est régulièrement nécessaire, et moi j'irais même jusqu'à dire qu'elle est souhaitable, parce que un maître du jeu qui s'interdit d'improviser, de fait, interdit aux joueurs de sortir des clous ou de choisir d'autres possibilités que celles qu'il a anticipées. Donc il les corsette, et à mon avis, il se prive aussi du plaisir d'être lui-même surpris. Mais justement, c'est cette importance qui est donnée, et à raison, à l'improvisation en jeu de rôle, qui constitue souvent une source d'inquiétude pour les maîtres du jeu. Elle peut en pousser certains à perdre leurs moyens quand on a une nécessité d'improviser. Alors je dis pas qu'ils vont se retrouver en position fétale, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut en pousser certains à écrire en avance tous les détails de l'histoire. Alors ça, il ne faut pas le faire, mais on y reviendra. Ils vont prendre beaucoup de temps pour ça. Et puis on a même des pratiquants de jeux de rôle, j'en connais, qui se tiennent éloignés du rôle de maître du jeu par peur de ne pas savoir improviser. Ce qui est dommage. Donc la question que je pose aujourd'hui, c'est comment maîtriser cette bête qu'est l'improvisation. Et donc je vais vous proposer quelques techniques. Et ces techniques, vous allez voir, elles ont toutes un élément en commun. Le but est d'éviter le risque de la page blanche. Je l'avais dit aussi dans mes vidéos sur la préparation de scénario. Créer à partir de rien, c'est très difficile. Et donc improviser à partir du néant, c'est aussi très difficile. Donc en fait, c'est sûr, vous avez des gens qui vont être très doués pour improviser à partir de rien. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment à eux que je m'adresse. Et puis, juste dire, soyez plus créatifs, c'est pas du tout une aide. Je pense que l'improvisation, c'est en fait savoir s'inspirer de quelque chose. Et donc, l'idée au moment d'improviser en jeu de rôle, c'est de trouver très rapidement matière à s'inspirer. Et vous allez voir que les techniques que je vais vous proposer aujourd'hui, qui ne constituent pas une liste exhaustive, vont dans ce sens-là. Comment permettre de créer matière à l'inspiration pour improviser? Vous voyez, ça va être une technique un peu indirecte. Et donc, je vais aborder trois grands piliers. Le fait de préparer cette matière avant la partie, le fait de trouver cette matière pendant la partie en utilisant justement une matière existante, mais en la déplaçant potentiellement par rapport à ce qui était prévu. Et puis, on parlera aussi de la troisième possibilité, qui va être de chercher cette matière de manière un peu subtile auprès des joueurs. Voilà en gros les axes de la discussion du jour. Donc on va commencer. Pour moi, le premier pilier est le plus important, parce que vous allez voir que tous les autres finalement en découlent, c'est la préparation. Et non, la préparation ne s'oppose pas à l'improvisation. On l'entend souvent, surtout parmi ceux justement qui sont à l'aise avec l'improvisation et qui disent que si vous préparez vos histoires, vos campagnes, vos parties, peu importe, en jeu de rôle, alors vous improviserez moins. Ou ils disent non, moi je prépare pas parce que j'aime improviser. Or, je pense que les deux ne s'opposent pas du tout et vont au contraire travailler main dans la main. Pourquoi on oppose souvent préparation et improvisation? Eh bien, je pense que c'est parce que on se trompe sur le terme préparation. On confond préparation et planification. Parce que là, effectivement, si vous essayez de planifier tout ce qui va se passer autour de la table, à savoir l'histoire qui va être créée par les maîtres du jeu et par les joueurs, là vous allez à l'encontre de ce qu'est l'intérêt du jeu de rôle finalement. Une certaine imprévisibilité de l'histoire et le fait qu'on va la créer ensemble. Donc vous ne pouvez pas surplanifier ce qu'il va se passer. Mais ce n'est pas de ça que je parle quand je défends la préparation. La préparation va être votre meilleur allié, ça ne veut pas dire que vous devez passer toute votre vie à préparer, qu'on s'entende, mais quelqu'un de préparé improvisera toujours mieux que s'il n'était pas préparé. Un
pour une même personne, même quelqu'un qui a un talent d'improvisation, improvisera mieux en étant préparé que s'il n'y a rien. Justement parce qu'en étant préparé, il aura de la matière dans laquelle il va pouvoir puiser pour trouver l'inspiration et improviser au moment opportun. Donc c'est vraiment important. Maintenant, une fois que ça s'est dit, il faut définir ce qu'est la préparation, parce que sinon ça va rester un concept abstrait et ça ne va pas vous aider plus que ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans la préparation si ce n'est pas justement de la planification? Eh bien, on va pouvoir, je vais vous donner quelques exemples, préparer des lieux, par exemple des lieux que les personnages joueurs sont susceptibles de visiter par rapport à ce que vous avez prévu comme scénario, comme histoire, comme ambiance, peu importe. Il y aura forcément une logique au départ. Donc vous pouvez préparer quelques lieux clés avec, je sais pas moi, une ambiance, des gens qui s'y trouvent. Bref, ça vous donne déjà un référentiel dans lequel vous pourrez puiser. Si jamais il y a des déplacements inattendus de la part des joueurs, le fait d'avoir déjà des lieux de près vous aidera à rebondir sur leurs actions et leurs choix de déplacement. On a également le fait de créer en amont des PNJ importants, mais plus que ça, des motivations pour ces PNJ. La motivation des PNJ est très importante dans l'improvisation parce qu'elle vous aidera à réagir plus rapidement et à improviser plus simplement la réaction de vos PNJ face aux actions inattendues des joueurs. Parce qu'il vous suffira, entre guillemets, de rebondir sur la motivation de ces PNJ. Si vous n'avez pas préparé la motivation, cette ligne de force qui va guider le PNJ, effectivement, vous allez vous poser la question comment ce PNJ pourrait réagir. Alors que si vous connaissez sa motivation et peut-être son trait de caractère dominant, là c'est beaucoup plus simple d'être inspiré et d'imaginer de manière logique et cohérente comment il va réagir ce PNJ face aux actions inattendues de vos joueurs. Vous allez pouvoir aussi préparer des factions. Encore une fois, tout ça ce ne sont que des exemples. Mais des factions, mais plus important encore, je l'ai déjà dit, et ça s'applique aux PNJ et aux factions, les motivations de ces factions, potentiellement avec leur relation avec les autres factions, parce que là, si vous définissez tout ça, ce sont des lignes de force qui vont vous aider dans l'improvisation, car il vous suffira de surfer sur ces lignes de force, entre guillemets, pour aboutir à des réactions logiques en fonction justement de ce que font les joueurs. Et je vous conseille également de préparer un minimum, encore une fois, on ne dit pas de passer des jours et des jours dessus, mais un minimum, l'intrigue. L'intrigue, quand je parle d'intrigue, j'en parle souvent, ce n'est pas ce qui va se passer à table, c'est souvent ce qui s'est passé avant que le scénario débute. En gros, si je devais utiliser le scénario d'enquête pour donner un exemple clair, c'est qui a fait le coup, où, comment, pourquoi. Vous allez me dire, c'est pas que des scénarios d'enquête, l'intrigue, mais vous avez compris l'idée. Pour moi, c'est ça l'intrigue, parce qu'une fois que vous avez ça, que vous avez ce noyau de ce qui s'est passé, vous avez déjà des informations desquelles vous allez pouvoir tirer de l'inspiration. Vous savez qui a fait le coup, vous savez comment ça s'est passé. Donc comme il y a des chances que les joueurs interagissent avec ce noyau-là, même si ça peut être de manière inattendue, vous avez matière dans laquelle puiser pour improviser lorsque c'est nécessaire. Alors que si vous faites ça au compte-gouttes pendant le scénario, au final, vous êtes tout le temps en train de créer quelque chose de nouveau. C'est beaucoup de pression pour de l'improvisation, surtout que si vous créez tout le temps à partir de rien, vous risquez de plus en plus de créer des incohérences au bout d'un moment. Et c'est aussi ça qui met la pression sur les MJ lorsqu'ils doivent improviser, c'est puis-je improviser tout en faisant en sorte que ça ne rende pas caduque tout ce que j'ai dit avant. Donc il faut que j'y pense pour que ça reste cohérent. Donc voilà quelques exemples d'éléments que vous pouvez préparer. Et si vous faites bien attention, les exemples que j'ai donnés n'impliquent pas une planification. Il n'y a rien entre guillemets de planifié. C'est que des éléments presque de décor, c'est de la matière dans laquelle puiser, mais il n'y a pas forcément de séquence là-dedans. Donc je n'ai pas planifié l'histoire qui allait se dérouler autour de la table. Donc on en revient, la préparation va aider à l'improvisation et n'est pas en opposition avec elle. Je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Maintenant, dans la préparation, il y a aussi d'autres éléments que vous pouvez faire. Je vous donne une autre piste. C'est le fait d'anticiper quelques-uns des choix ou des directions que peuvent prendre les joueurs, notamment sur des situations charnières ou des enjeux charnières que vous avez pu imaginer, et de les anticiper
et d'imaginer, en préparation encore une fois, quelles seraient les conséquences de ces choix. Alors vous allez me dire, on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont décider. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas honte de dire que si, on peut prévoir. En général, ils vont quand même rentrer dans une histoire, enfin dans un scénario, dans une accroche que vous avez prévue pour eux. On part pas de rien, souvent il y a toujours au moins quelque chose. Vous pouvez vous mettre à leur place et imaginer les grands choix possibles sur les moments charnières. Normalement, on peut le faire, et je pense que c'est même l'un des rôles du maître du jeu que de savoir se mettre à la place des joueurs pour anticiper un minimum quelles seraient leurs options. D'ailleurs, une bonne méthode pour se rendre compte parfois qu'on a créé une situation à laquelle il n'y avait pas trop d'options ou de portes de sortie. C'est un bon moyen également de se remettre en question en tant que MJ. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas parce que vous anticipez certaines voies, certains choix possibles avec leurs conséquences, que, effectivement, ça veut dire que c'est exactement ce que eux vont faire. Nous sommes d'accord. Mais c'est là qu'est la clé, à mon avis. C'est qu'à partir du moment où vous avez travaillé à anticiper ces choix, ces directions avec leurs conséquences, souvent, même si vous avez préparé par exemple 3 voies possibles anticipées et qu'ils empruntent une 4e voie, eh bien souvent le travail que vous avez fait pour les 3 premières va vous aider à réagir de manière logique et naturelle sur une 4e. Parce que très souvent, sauf exception, il y en a toujours, la 4e voie n'est jamais radicalement différente de ce que vous avez pu imaginer. Ça va être un hybride entre des choses que vous avez pu anticiper. Donc c'est facile, encore une fois, d'inspirer une réaction et d'improviser, hein, on est là-dessus quand même, à partir de ce que vous avez créé et en vous adaptant finalement aux choix un peu inattendus que les joueurs ont fait. Donc vous voyez, le fait de préparer, c'est aussi réfléchir à plusieurs situations et plus vous en avez, plus vous êtes capable de réagir. C'est un peu comme les langues étrangères. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus vous en connaissez, puisqu'elles ont toutes plus ou moins des sources communes, en tout cas certaines d'entre elles, plus vous connaissez de langues étrangères, plus c'est facile d'en apprendre de nouvelles. C'est un peu pareil ici. Plus vous avez anticipé de choix possibles pour les joueurs, plus vous êtes capable d'en créer de nouveaux sur le moment lorsque c'est nécessaire. Donc encore une fois, et j'y reviendrai, le but n'est pas non plus d'anticiper 500 choix. Je reviendrai après sur la limite à ça. Mais voilà, ça c'est l'un des autres éléments de préparation que vous pouvez avoir. Enfin, l'un des derniers points sur la préparation, qui, je l'ai dit, pour moi le pilier central pour vous aider à mieux improviser, c'est que le simple fait de préparer, à mon avis, vous donnera un gain de confiance qui vous aidera lors de l'improvisation. Je vous l'ai dit, certains maîtres du jeu perdent un peu leurs moyens et sont donc moins efficaces en improvisation simplement parce qu'ils ont un peu perdu leurs moyens et ils ne se sont pas fait confiance, ils ont douté. Quand vous êtes préparé, même sans parler de puiser dans ce que vous avez préparé, le fait de l'être va vous donner plus de confiance, donc vous aurez moins de risques de perdre vos moyens et finalement votre improvisation sera de facto meilleure. Ce n'est pas une solution, un fait miracle, hein, mais je pense que c'est assez vrai malgré tout. Maintenant, je vais terminer sur l'aspect préparation en pondérant un peu quand même. Attention, ne poussez pas non plus la préparation à l'extrême, parce que comme je l'ai dit en préambule, si vous préparez trop de choses, là pour le coup, vous allez finir par vous fermer des portes. Je vais prendre une autre comparaison. Si vous faites, je sais pas, vous préparez un discours face à des gens, que ce soit pour une présentation à l'université ou dans votre travail ou que sais-je, si vous écrivez mot pour mot tout le discours, même si je sais que certains politiques le font, voilà, quand il n'y a pas d'interaction, ça peut passer. Mais s'il y a des interactions avec le public, par exemple, et que vous devez sortir des clous, le fait d'avoir préparé tout mot pour mot va vous cloisonner et vous allez peut-être moins réussir à réagir. Le mieux, c'est souvent d'avoir une structure, des points numéro 1, des thématiques que vous allez aborder, et ensuite, parce que vous connaissez votre sujet, on en revient à l'aspect préparation, vous savez de quoi vous parlez, eh bien vous allez être guidé par votre structure, mais vous allez pouvoir improviser entre les éléments de cette structure que vous avez créée. C'est souvent plus efficace que d'écrire tout le discours mot pour mot. Bien là, c'est un peu pareil, donc j'ai pas vraiment de conseil, c'est à vous après de doser, mais n'allez pas non plus dans l'extrême inverse à trop vouloir préparer. C'est-à-dire quand vous avez anticipé 3 voies possibles, hein, pour en revenir aux solutions d'anticipation, ou je sais pas moi, 4 ou 5 lieux qu'ils peuvent visiter, ou 3 PNJ, etc.
Si vous en rajoutez d'autres un peu à l'infini, finalement vous aurez une dégradation du retour sur investissement. Le fait d'en rajouter au bout d'un moment ne vous aidera pas plus et ça sera juste, j'ai envie de dire, du déchet, faute d'un meilleur terme. Donc il faut savoir s'arrêter. La préparation, oui, bien sûr, j'en suis friand, mais jusqu'à un certain point, et là, il faudra apprendre à doser. Et je pense que ça peut aussi être différent d'une personne à l'autre. Il y a une marge de manœuvre là-dedans, j'en conviens parfaitement. Ensuite, maintenant qu'on a abordé ce pilier central de l'improvisation, selon moi, bien sûr, on va en arriver à le fait d'utiliser des éléments que vous possédez, mais potentiellement de les déplacer, parce qu'on ne peut pas toujours utiliser la matière qu'on a préparée telle qu'elle. Si vous êtes maître du jeu, d'une certaine manière, même si vous avez des difficultés avec l'improvisation, en fait vous improvisez tout le temps, toujours un petit peu. C'est normal, les joueurs agissent, vous devez réagir. Être MJ, c'est un peu tout le temps improviser. Mais souvent ça c'est pas trop un problème. La vraie difficulté, elle survient quand l'improvisation qui est nécessaire découle d'une décision des joueurs qui les éloigne vraiment du cadre prévu, ou en tout cas du cadre que vous maîtrisez, notamment grâce à la préparation. Et parfois ça s'éloigne aussi de ça. Ça s'éloigne des voies justement anticipées. Et là c'est souvent là que le problème intervient, parce que sans improvisation, à ce moment-là, derrière c'est le vide. C'est là que toute la pression de l'improvisation réside. Donc, lorsque ça survient, et que là vraiment ce que vous avez préparé tel quel ne peut pas vous aider, la clé, ça va être de l'improvisation que vous allez devoir mettre en place ici, ça va être de ramener les joueurs, non pas sur des rails que vous aviez prévus avant, puisque de toute façon ils en sont sortis à ce moment-là, mais vers un cadre que vous maîtrisez, en employant d'autres rails, des rails que vous créez à ce moment-là, c'est-à-dire l'improvisation. Ainsi, lorsque vous faites ça, vous les ramenez dans un cadre maîtrisé, mais vous ne reniez pas pour autant la voie qu'ils ont choisie, aussi inattendue soit-elle. C'est ça qui est important. On ramène dans un cadre maîtrisé sans renier les joueurs. Ça, c'est vraiment la clé d'une bonne improvisation dans ces cas-là. Il ne faut pas rendre caduque leur action, mais il ne faut pas néanmoins les laisser s'enfuir complètement hors d'un cadre que vous maîtrisez, parce qu'au bout d'un moment, finalement, ça n'a plus vraiment de sens, à moins que vous fassiez un bac à sable géant sur une carte de la taille d'un univers complet. Bon, et là, c'est un peu au-delà du sujet de la vidéo. Donc, si, par exemple, c'est là je vais parler un peu de déplacer des éléments que vous avez préparés dans la préparation, mais pas les garder tels quels, vous en servir en les déplaçant si nécessaire. Ça marche notamment avec les déplacements inattendus des joueurs. Lorsqu'ils vont dans des lieux vous n'avez pas forcément préparé, ils vont pas à l'endroit que vous aviez prévu, ça sort du cadre, littéralement, au sens géographique du terme. Et bien là, vous allez être capable, à mon avis, de déplacer des actions, des événements, des personnages, des indices que vous aviez préparés, mais qui n'étaient pas censés intervenir dans ce lieu inattendu où ils se rendent. Vous allez pouvoir quand même les utiliser, donc tel quel, il y a déjà de la matière, comme je le dis depuis le début, et vous allez pouvoir les déplacer dans le lieu où se rendent les personnages joueurs. Donc, ça ne veut absolument pas dire que l'événement, ou en tout cas l'élément que vous allez déplacer, va se présenter exactement de la même manière que prévu ou que préparé, simplement parce que vous allez en plus le déplacer dans un contexte différent, mais c'est ça qui est beau, c'est que vous vous servez d'un élément déjà prêt, mais qui par définition va forcément intervenir de manière différente, c'est ça, cette partie qui est l'improvisation, parce que vous vous autorisez à le déplacer. Donc on utilise un truc existant, mais forcément on va étoffer un peu, et c'est cette part d'improvisation. Mais en utilisant un élément existant, on réduit la part d'improvisation sur le moment d'une certaine manière. En fait, c'est ça bien improviser. C'est un peu réduire ce qu'on doit improviser pour que ce soit plus maîtrisable. Donc n'hésitez pas à déplacer des éléments. Je vais vous donner peut-être un exemple. Si l'attaque d'un ennemi que vous avez prévu donc sur les joueurs devait avoir lieu dans une taverne, parce que il y avait plein d'intérêt à ce qu'ils aillent dans cette taverne, et que finalement, pour une raison X ou Y, les joueurs ont décidé d'aller dans l'église, donc à un autre lieu, mais en plus du village d'à côté. Et ils y vont et ils ont des raisons d'y aller en plus. C'est tout à fait cohérent leur choix. Et là, ce que vous pouvez faire, encore une fois si c'est cohérent, mais ce n'est qu'un exemple, lancer l'attaque qui était prévue sur la taverne dans l'église de ce village d'à côté.
Et ça va être intéressant parce que vous voyez comme ça, vous savez réagir, vous utilisez une attaque qui était prévue, sauf que vous la déportez là-bas. Mais forcément, les choses vont être différentes parce que c'est dans un autre village, donc c'est plus petit. Donc peut-être que l'attaque va attirer l'attention, comment les villageois vont réagir, ça va être une situation différente. Et puis peut-être que vous allez faire une connexion avec un autre élément de votre préparation, par exemple un PNJ que vous avez préparé, et vous vous dites, tiens, ça serait logique qu'il soit aussi dans ce village, pour telle ou telle raison. Et à ce moment-là, il va être témoin de ça. Et donc il va pouvoir aider les ennemis parce qu'il est contre les joueurs, d'après ce que vous avez établi dans ses motivations. On en revient au premier point. Ou au contraire, il va pouvoir aider les joueurs parce que ses motivations sont en lien avec les joueurs, donc il est là à ce moment-là. Et les joueurs vont donc rencontrer ce PNJ peut-être plus tôt que prévu parce que vous avez déporté un autre élément, parce qu'ils ont fait un déplacement inattendu. Donc ce qui est vraiment bien dans ce type d'improvisation, c'est que vous n'êtes pas parti de rien, vous êtes parti d'un existant, mais ce faisant, vous n'avez pas non plus renié les joueurs parce que vous êtes allé vraiment avec eux dans leurs décisions, donc ça a un impact, et ça a un impact tel qu'ils vont rencontrer un PNJ qu'ils n'étaient pas censés rencontrer à ce moment-là. Donc vous voyez, tout change, mais en même temps, vous avez utilisé l'existant. Pour moi, c'est ça, l'improvisation via le déplacement d'éléments déjà préparés. Maintenant, si l'action inattendue des joueurs finalement n'est pas simplement un déplacement au sens géographique du terme, si c'est une décision qui ébranle votre préparation et vous oblige donc à improviser, bon, moi par exemple si tue un PNJ dont vous n'auriez jamais soupçonné qu'ils auraient envie de le tuer, ça peut arriver, c'est pas grave, on peut remplacer le rôle que tenait ce PNJ par un autre qui lui était lié, un serviteur, un collègue, un sbire, ou même carrément finalement le supérieur hiérarchique de ce PNJ, que ce soit un allié ou un ennemi, peu importe. Et avec ce nouveau PNJ vient son propre bagage personnel à lui. Donc encore une fois, vous réutilisez quelque chose, mais en même temps tout change. Ou alors, autre technique que j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs, c'est lorsque vous êtes vraiment un peu pris au dépourvu, c'est déclencher un événement qui était prévu à un autre moment complètement, au moment où vous avez cette difficulté à improviser. Vous le faites survenir et ça vient percuter l'action des joueurs, sans forcément la renier d'ailleurs, mais ça y ajoute une pièce que vous maîtrisez. D'ailleurs, je terminerai cette partie sur le déplacement d'éléments en vous suggérant, si vous le souhaitez, de préparer consciemment dans votre préparation justement des éléments flottants, que ce soit des indices, des événements, des PNJ, qui sont par nature flottants. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'endroit ou de moment intrinsèquement lié à ces éléments, parce que comme ça, vous pouvez puiser dedans de la manière que j'ai décrite dans cette partie-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser des éléments qui sont flottants par nature, hein, je l'ai dit, même des choses qui étaient prévues de manière fixe à des endroits, on peut les déplacer quand même, mais voilà, ça peut être une idée de préparer des éléments flottants dans votre préparation. Ça vous aidera à réagir à ce type de décision inattendue des joueurs. Donc on est vraiment sur le fait de réutiliser, ramener les joueurs dans le maîtriser sans les renier. C'est vraiment ça. Enfin, vous allez me dire, et on arrive au dernier point, bon, tout ça peut aider, en tout cas j'espère que c'est ce que vous vous dites à ce stade, surtout que c'est une vidéo assez longue, mais parfois effectivement on est quand même perdu. Parfois, c'est vrai que là vous pouvez compter sur votre maîtrise du sujet, le fond, sur le déplacement d'éléments qui sont déjà préparés, mais parfois vous n'arriverez pas à rebondir. Les PJ vont s'orienter, donc les personnages joueurs, dans une direction qui est complètement inattendue et en dehors de ce que vous maîtrisez. Et ça va vraiment être très dur, même en puisant dans l'existant. Ça peut toujours arriver. Normalement, ça ne devrait pas arriver trop fréquemment non plus. C'est ça qui est bien. Mais on est toujours confronté à ça, et c'est ce qui peut nous faire le plus paniquer. Dans ces cas-là, les adeptes du partage narratif, c'est-à-dire donner un peu un pouvoir de MJ aux joueurs dans certains cas, vont s'en remettre justement complètement aux joueurs en leur demandant directement où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas, qu'est-ce qui se passe, qui est ce personnage par rapport à eux, bref, on donne complètement les clés aux joueurs. Ça permet d'éviter d'avoir à improviser soi-même. Et je le dis sans critique parce que honnêtement, je trouve que c'est une bonne technique. Mais moi, à titre personnel, j'en suis pas vraiment un adepte, mes joueurs non plus d'ailleurs,
parce que je n'aime pas donner un pouvoir aux joueurs qui est si différent de celui de leur personnage. Ça casse un peu l'immersion et le côté interaction que j'aime dans le jeu de rôle. Après là, c'est un goût personnel. Néanmoins, comme je le disais, je trouve que c'est une méthode qui est tout à fait valable, et donc je vais vous en proposer une variante, peut-être, selon moi, un peu plus subtile, qui vous demande quand même un effort en tant que maître du jeu, mais qui va vous permettre de vous inspirer de l'aspect créatif des joueurs. Et pour ça, je commence par un exemple. Quand vous devez décrire une passe d'armes, c'est un truc très court, hein, souvent, vous vous basez sur ce que le joueur a essayé de faire. Quand vous lui dites, bon, bah, que fais-tu? Et vous décrit ce qu'il essaye de faire par rapport à son ennemi, le faire tomber, lui faire un croche-patte, que sais-je. Eh bien, s'il réussit son jet de dés, souvent lorsque vous décrivez clairement l'objectif que le joueur avait. Eh bien, c'est exactement la même chose, à mon avis, pour les décisions inattendues à plus grande ampleur. Lorsque vous vous dites « je vais avoir du mal à réagir », demandez des précisions aux joueurs, intéressez-vous à ses intentions. Pourquoi est-ce qu'ils décident ce qu'ils décident? Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils espèrent exactement en agissant ainsi? Aidez-moi à comprendre, en gros. Et poser cette question-là, de manière un peu indirecte, déjà ça va les faire réfléchir. Dans certains cas, ça peut même les faire revenir sur leurs intentions. Après tout, ça arrive régulièrement aux joueurs de s'engager dans une voie et en fait, en réfléchissant un peu, ils se rendent compte que oui, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Ça peut arriver. Auquel cas, vous n'aurez même pas besoin d'improviser et vous les avez même aidés d'une certaine manière. Maintenant, on ne va pas se leurrer. Bien souvent, ils vont vous fournir une explication qui sera tout à fait pertinente. Mais c'est intéressant parce que ça vous donnera finalement la réponse quant à ce qui peut se trouver là où ils vont. Et quand je dis là où ils vont, c'est au sens large, hein, là où ils vont dans leurs décisions, dans leurs choix, pas forcément de manière géographique. Ou en tout cas, ça vous donnera vraiment la réponse quant à ce qu'ils pourraient trouver dans le meilleur des cas. Ah oui, c'est leur objectif, forcément. Donc là, vous avez plusieurs options. Soit effectivement, c'est tellement logique que vous allez restituer tel quel leur objectif, et là, votre improvisation, c'est un peu... Oui, ça se rapproche un peu du partage narratif parce que vous allez le restituer tel quel, mais bien souvent, comme vous avez quand même plus d'éléments que au sens global du terme, vous avez une vision que eux n'ont pas, au sens large, même lorsque vous êtes face à une situation inattendue, vous allez pouvoir utiliser leur objectif du meilleur des cas et potentiellement le remodeler. Donc vous voyez, vous avez une matière maintenant et vous allez pouvoir improviser un peu autour pour dire, bon ok, c'est intéressant, mais vu la situation, vu ce qui se passe, non, ce que vous allez trouver, c'est plutôt quelque chose dans ce goût-là, qui s'y rapproche, mais voilà, une vision hybride. Ou peut-être que ça va vous donner des idées par rapport à des éléments qui effectivement étaient préparés et qui n'avaient apparemment aucun lien possible avec ce qu'ils décident maintenant, mais leur idée vous donne vous-même une idée pour ramener quelque chose de votre préparation et le connecter à ça. Donc, in fine, vous allez pouvoir improviser, leur proposer une situation qu'ils vont trouver suite à leur décision, en vous inspirant de l'objectif qu'ils avaient, de ce qu'ils espéraient dans le meilleur des cas. Donc on en est toujours à cette idée de trouver matière à s'inspirer pour improviser. Et c'est plusieurs étapes. Je vous donne un exemple par rapport à ça, et pour terminer. Les joueurs ont livré une marchandise à la mauvaise personne. Ils se sont trompés. Ah oui, c'est un exemple que c'est du vécu. Et ils veulent la récupérer alors que vous la pensiez perdue. Vous étiez dit, bon, c'est tout, ils ont fait une erreur, maintenant ils vont vivre avec. Mais ils insistent. C'était pas forcément prévu. Déjà que c'était pas prévu qu'ils livrent la marchandise à la mauvaise personne, peut-être que vous n'aviez même pas anticipé ça. C'était un peu mon cas d'ailleurs. Et ils veulent aller négocier avec le faux acheteur du coup. Mais vous n'avez aucune idée de comment le voleur, celui qui a mis la main du coup par manipulation sur la marchandise, comment il va réagir à cette négociation. Vous savez pas, vous n'avez pas pensé à toutes les implications. Et donc, vous savez même pas pourquoi les joueurs pensent qu'ils ont une chance de négocier. Ils veulent juste aller négocier. Eh bien, à ce moment-là, demandez-leur ce qu'ils espèrent. Pourquoi réussiraient-ils? C'est quoi leur plan, leurs arguments? Et alors, dans ce cas-là, si ça a une certaine logique et que c'est intéressant, vous qui n'aviez rien prévu à cet égard, commencez à aligner au moins une partie des motivations, on en revient aux motivations d'un PNJ, du voleur, sur leur motivation à eux. Pas forcément tout, c'est même bien s'il y a une ambiguïté, mais au moins sur une partie, parce que comme ça leur donnera une chance de réussir
les négociations s'il y a un croisement justement entre leurs motivations respectives. Et là, ça va vous aider peut-être à ouvrir tout un pan d'histoire que vous n'aviez pas anticipé sans renier l'effort que font les joueurs à ce moment-là. Et en plus, vous aurez peut-être même gagné un PNJ plus étoffé, en la personne de ce voleur-là, qui va gagner en importance. Et c'est toujours bien d'avoir un PNJ, j'en ai déjà parlé, dont vous ne pensiez pas qu'il serait si important et qu'il le devient vraiment. Autre exemple qui m'est arrivé, alors cette fois, au lieu justement de sortir complètement du cadre et de suivre les joueurs comme dans l'exemple précédent, là c'est un exemple qui prend en compte plusieurs des éléments dont je vous parle aujourd'hui dans le but de les ramener dans un cadre maîtrisé. Vous voyez, c'est une optique un peu différente. Donc dans ma campagne Les Enfants du Fleuve, ils sont dans un carrosse en lisière de forêt. Ce carrosse est attaqué par des créatures qu'ils ne font qu'entendre mais ne voient pas, mais dont ils constatent les dégâts terribles, et donc par le biais de mort, lorsqu'ils sortent du carrosse qui lui a été renversé, et une personne dont ils ont besoin a disparu, vraisemblablement enlevée dans la forêt. Donc tout leur indique qu'ils doivent aller dans la forêt, et en plus moi j'ai vraiment envie dans ce scénario-là de les confronter pour différentes raisons aux créatures dont j'ai parlé précédemment. Sauf que effectivement ils suivent leur intérêt, mais un intérêt bien plus immédiat, à savoir leur propre survie, et ils décident de tracer leur route, de ne pas aller dans la forêt, d'abandonner et de se diriger vers leur destination finale, une ville beaucoup plus loin. Le scénario aurait pu s'arrêter là. Néanmoins, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé plusieurs lieux qu'ils pouvaient visiter, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la forêt, un village habité et un village abandonné. J'avais également préparé mon intrigue, souvenez-vous l'intrigue qui a fait le coup, où, pourquoi, comment, en gros, pour vraiment résumer, et il se trouve que les habitants du village peuplé sont contraints de sacrifier des gens, des voyageurs, des marchands aux créatures du bois pour survivre, et pour les sacrifier, ils les emmènent dans le village abandonné d'à côté. Vous voyez, il y a toute une logique. Les lieux sont existants, potentiellement flottants, les rencontres en fonction du besoin, vous allez voir, mais ils sont liés entre eux par une intrigue. Donc tout ça, ça donne un noyau pour improviser si les joueurs ne prennent pas la décision standard. Et donc, ils tracent leur route, et comme par hasard, rencontrent le village peuplé de ses habitants. J'ai donc déplacé le village sur leur route. Comme ils avaient quelqu'un de blessé dans leur groupe, ils s'arrêtent en plus, ça tombait bien, ils demandent assistance, les villageois offrent leur hospitalité et leur demandent en échange un service, à savoir aller retrouver un enfant soi-disant disparu alors qu'il est allé jouer dans, je vous le donne en mille, le village abandonné d'à côté. Donc là on ramène les joueurs qui vont dans ce village abandonné, sont eux-mêmes piégés, et là ils ne s'y attendaient pas, alors que s'ils étaient allés dans la forêt, peut-être qu'ils seraient sortis directement dans le village abandonné pour voir des traces des sacrifiés qui ont été laissés. Ils sont piégés, et là les créatures arrivent. Donc je déplace l'élément des créatures qui devaient normalement survenir dans la forêt, dans le village abandonné. Ainsi, ils y sont confrontés, mais je ne renie pas leur choix, et la confrontation est complètement différente. Ils n'ont pas eu d'ailleurs à avoir de confrontation directe, ils se sont surtout cachés, un peu un jeu de chat et la souris. Donc ça a été complètement différent. Et donc, ils ont décidé ensuite effectivement de tracer leur route pour le coup, de ne pas repasser par le village, et c'est bien plus tard, 2 ou 3 séances plus tard, qu'ils ont décidé de revenir, bon, cette fois avec des renforts. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des 3 grands piliers qui pourraient vous aider à mieux improviser. Je le répète, ce n'est pas une liste exhaustive, et donc la conclusion, c'est que, c'est un peu comme ce que j'avais dit en préambule néanmoins, c'est que l'improvisation, elle est plus facile et plus cohérente quand elle provient de l'utilisation ou de la réutilisation d'éléments existants. Soit parce que vous les maîtrisez et vous connaissez votre sujet, soit parce que vous les avez déplacés pour répondre à un besoin, ou soit parce que vous les avez soutirés de manière subtile, ou plus ou moins subtile, aux joueurs pour trouver cette matière à l'inspiration. Le but n'est donc pas d'improviser à partir de rien, mais c'est d'éviter à tout prix le syndrome de la feuille blanche. Et dernière chose, quand même, malgré tout ça, n'oubliez pas, si les personnages joueurs s'engagent dans une voie complètement inattendue, mais vraiment complètement inattendue, mais néanmoins très intéressante, et que vous vous retrouvez vraiment démunis, ou que vous vous dites que ça mériterait vraiment que vous fouilliez un peu plus pour leur apporter quelque chose face à cette décision, à ce choix intéressant, eh bien vous avez toujours l'option d'improviser en choisissant de ne pas improviser et en mettant fin à la séance.
surtout si ça fait déjà, disons, allez, 2 heures que vous jouez. Je ne sais pas combien de temps durent vos parties, mais si ça fait 2 heures, sur des parties de 4 heures par exemple, bon, ou de 3 heures, c'est pas grave, vous pouvez arrêter, et ça peut être une excellente décision de dire, bon bah là voilà, ça vaut le coup qu'on s'arrête et que je prépare plus la suite des événements plutôt que d'improviser. C'est aussi l'un des choix d'improvisation possibles que celui de ne pas improviser. Donc, ne vous mettez pas non plus une pression excessive sur les épaules dans ces cas-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est une vidéo plus longue que prévu, mais c'est un sujet qui m'intéressait vraiment. J'avais envie de le pousser un peu plus loin. J'espère que vous aurez pu tenir jusqu'au bout, que ça vous aura intéressé, mais surtout inspiré. C'était notamment l'un des thèmes de la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Et vous pouvez également rejoindre le Discord en description de la vidéo et en description de la chaîne si vous souhaitez poursuivre la discussion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.